Très bien, bah écoutez, 14h30, c'est l'heure de démarrer ce webinaire destiné à vous donner de la visibilité sur comment tirer profit de la formation dans le contexte actuel. D'abord, bonjour à tous. Je suis et Jean-Pierre avec moi, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce webinaire de rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été. Je sais que les équipes RH et formations ont été soumis à un rythme et à une complexité à gérer extrêmement importante lors de ce premier semestre. Et c'est vrai qu'on est là pour organiser la fin de l'année et organiser 2021 qui arrive déjà. Je crois qu'on a la chance d'être dans un pays dans lequel l'État a fait preuve d'une grande réactivité. Cette réactivité, elle se traduit par de nombreux dispositifs. Derrière des dispositifs, eh bien, évidemment, il y a des règles. Et la compréhension de ces règles, la maîtrise de ces règles, le partage de ces règles est évidemment un challenge pour nous tous. Un challenge pour la directe, un challenge pour les OPCO, un challenge pour les entreprises, un challenge pour les organismes de formation. Nous avons été MyConnecting très présents à vos côtés pendant cette période et c'est naturel. Être à vos côtés pour, en l'occurrence aujourd'hui avec Jean-Pierre Willems une nouvelle fois, mais nous sommes à vos côtés, et vous le savez, à tout moment pour vous aider dans vos réflexions, dans vos stratégies et dans la mise en œuvre de vos actions permettant de développer les compétences de vos collaborateurs. Alors, je pense que nous sommes tous animés par la volonté d'aller vite et de façon très qualitative dans le développement des compétences. Des dispositifs ne font pas la qualité des formations, mais néanmoins, soyons pragmatiques, utilisons les dispositifs, il sera toujours temps de leur donner une dimension qualitative en choisissant le bon prestataire, en définissant les bons objectifs, enfin, tout ce que vous savez nécessaire pour déployer des formations de qualité. Donc, je ne vous présente pas Jean-Pierre que vous connaissez tous et qui va nous aider et qui va vous aider dans cette compréhension de ce nouveau contexte. Nouveau contexte parce que les dispositifs évoluent, parce que le plan de relance aussi va permettre la mise en œuvre de tas d'opportunités. Et nous sommes là pour voir le verre à moitié plein et tirer vraiment profit de ces dispositifs. Donc, pour ceux qui, vous êtes nombreux à participer à ce webinaire, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ben vous le savez, voilà, aujourd'hui nous sommes même un peu plus de 240 collaborateurs. Nous continuons de recruter pour vous accompagner avec 3 implantations qui nous permettent d'accompagner nos clients non seulement en France, mais à l'international avec des indicateurs de performance. Vous le savez qu'il y a une forte culture du résultat chez MyConnecting. Nous intervenons dans 4 domaines de compétences. Le digital, la bureautique, le digital avec tous les usages, parce que quand on parle évidemment de logiciel, on ne peut pas dissocier les fonctionnalités du logiciel de ses usages. Également les soft skills, toutes les compétences comportementales, et c'est vrai qu'aujourd'hui la demande est importante et on aura l'occasion avec Jean-Pierre de parler du FNE et vous avez été très nombreux à nous solliciter pour mettre en place des formations pour développer les compétences comportementales de vos collaborateurs pendant ce premier semestre avec notre offre à distance très personnalisée et bien évidemment toujours les langues sur lesquelles nous vous accompagnons. Donc le sommaire d'aujourd'hui, eh bien, on va parler des dispositifs existants, le FNE et ses évolutions, le CPF qui reste une opportunité vraiment à saisir dans le contexte actuel, et puis Jean-Pierre nous donnera des éclairages sur le plan de relance. Très bon webinaire, comme d'habitude, on vous adressera le replay. Vous avez la possibilité de poser vos questions. Comme d'habitude, si jamais on n'a pas répondu à toutes les questions, eh bien évidemment, on y répondra. Et puis, n'oubliez pas que vous avez vos interlocuteurs, tous les consultants MyConnecting et toutes nos équipes qui, pendant le confinement, vous ont accompagné, qui encore aujourd'hui, bien évidemment, sont à votre disposition pour réussir le challenge du développement des compétences de vos collaborateurs. Donc, très bon webinaire. Jean-Pierre, à toi. Merci beaucoup Thierry, bonjour à tout le monde. Je m'associe à Thierry pour souhaiter que vous ayez passé un bon été en cette rentrée avec une actualité chargée. Notre objectif aujourd'hui sur ce webinaire, c'est de vous donner
le plus de visibilité possible sur ce que vous pourrez faire tout de suite et dans les mois qui viennent, c'est-à-dire qu'on va essayer de traiter à la fois de 2020 et d'enjamber 2020, d'aller jusqu'en 2021, puisque c'est à peu près l'horizon de visibilité que l'on a, même si on aura sans doute, alors c'est peut-être une des difficultés, hein, les dispositifs évoluent rapidement, parce que vous savez, si on a des dispositifs qui évoluent, on râle parce que ça change tout le temps et qu'on s'y retrouve pas. Et si on a des dispositifs qui ne bougent pas, on dit qu'on a un gouvernement qui est incapable de s'adapter et qui reste sur des rails monolithiques. Alors entre les deux, le gouvernement a choisi plutôt le pari de l'agilité et de l'adaptation. Donc il y a effectivement des dispositifs qui évoluent assez rapidement. Ça peut présenter des inconvénients, mais je crois que, et c'est peut-être une constante, moi je fais un petit peu le tour de tous mes clients dans à peu près tous les domaines. Certains ont des activités qui sont boostées paradoxalement par la crise sanitaire, d'autres ont des activités qui sont quasiment à l'arrêt, donc des situations économiques très contrastées. Par contre, je crois que à peu près tous, et c'est vrai aussi pour le champ de la formation, partagent ce constat que le champ de visibilité s'est réduit pour tout le monde. C'est-à-dire que la capacité à se projeter dans l'avenir, la capacité à prendre en compte, c'est pas nouveau qu'on est dans un environnement VUCA, mais le degré d'imprévisibilité s'est sans doute un peu augmenté, sachant que cette imprévisibilité, elle peut être effectivement soit à la hausse, soit à la baisse. Et donc là, le but, ça va être de vous donner un petit peu de visibilité en commençant par d'ores et déjà ce que l'on peut faire aujourd'hui, ce qui est disponible et ce qui est en train d'évoluer, et puis en vous donnant des perspectives, puisque va se poser la question assez rapidement de préparer ces projets pour l'année 2021, de regarder de quelle manière on peut, d'abord quel type de besoins on peut avoir, comment on peut accompagner les performances par le développement de compétences, performances économiques et sociales, et comment on peut mettre en place ces projets. Alors, dans ce cadre-là, première actualité, l'activité partielle et le FNE formation, et je crois que Laurine vous a préparé un petit sondage pour débuter sur est-ce que parmi les 400 inscrits à ce webinaire, est-ce que vous avez déjà utilisé le FNE depuis le confinement ou pas? Quel est votre degré d'utilisation? Je crois qu'on avait un taux qui approchait au global quasiment les 40% d'entreprises utilisant le FNE. Alors, ceci dit, première bonne nouvelle pendant que vous, enfin bonne nouvelle si on peut dire, pendant que vous répondez, le budget qui avait été mis à disposition pour le FNE, c'est-à-dire à peu près 500 millions d'euros, est loin d'avoir été consommé depuis que le FNE formation a été réformé, c'est-à-dire globalement depuis le mois d'avril. Et il y a des réserves. Et dans le cadre du plan de relance, l'enveloppe du FNE est portée à 1 milliard d'euros pour donc un tiers, deux tiers d'entre vous qui ont déjà utilisé le FNE formation. Alors on va voir hein, les conditions aujourd'hui et les conditions demain. Oui, on a des réserves et une extension de l'enveloppe puisque on a un dispositif, on va dire, de droit commun de FNE qui est en vigueur à ce jour, qui est prévu jusqu'à la fin de l'année. On verra s'il est reconduit ou pas au-delà, mais qui est prévu au moins jusqu'à la fin de l'année. Et puis, on a le dispositif nouveau d'allocation partielle, d'activité partielle de longue durée, qui, lui, est prévu jusqu'au 30 juin 2022. Alors, pour s'y retrouver dans les dispositifs d'activité partielle, vous avez le dispositif de droit commun. On avait un dispositif anté-Covid très restrictif et qui était relativement peu utilisé, qui pour l'instant est mis en sommeil. Le dispositif Covid jusqu'à la fin de l'année. Pour rentrer dans ce dispositif-là, il n'y a pas de conditions particulières, si ce n'est d'avoir des salariés que l'on doit placer en activité partielle, donc une chute d'activité, mais l'entreprise peut librement faire sa demande directement auprès de la directe jusqu'à la fin de l'année. Les délais j'y reviendrai, mais les délais enfin pas les délais de demande, puisque vous pouvez faire la demande et l'autorisation interviendra normalement rapidement, mais les demandes peuvent être faites pour un maximum de 3 mois.
et peuvent être renouvelés jusqu'à 6 mois. Alors, cette nouveauté dans les délais a un impact pour les gens qui auraient recours à la formation, puisqu'on doit prévoir les formations à l'intérieur du délai d'autorisation. Ce qui veut dire que si vous avez une autorisation pour 3 mois, même si elle peut être renouvelée, vous risquez d'avoir en face de vous des instructeurs, donc les OPCO le plus souvent, qui vont vous dire il faut absolument que la formation se termine avant la fin des 3 mois qui correspondent à votre autorisation, parce qu'ensuite, vous n'êtes plus en activité partielle et vous n'avez pas le temps de re-rentrer dedans. Je vais y revenir. Donc, ce premier dispositif de droit commun, il est accessible sur déclaration de l'entreprise et c'est un dispositif unilatéral, ou en tout cas qui se passe avec la directe et qui permet ensuite de bénéficier du FNE formation. Depuis le mois de juillet, il est possible pour les entreprises de bénéficier d'un dispositif un petit peu différent, qui est un dispositif d'activité partielle de longue durée. Ce qui veut dire qu'on a, comme je l'ai indiqué, perdu en visibilité, qu'on a une baisse d'activité, qu'on ne sait pas très bien quand est-ce qu'on retrouvera une activité au même niveau que ce qu'elle pouvait être avant la pandémie. Cette voie-là est réservée à la voie de l'accord collectif. Il va falloir négocier avec ces représentants du personnel. Alors depuis la réforme et les ordonnances Macron, toutes les entreprises, quelle que soit leur situation, toutes les entreprises ont capacité à signer des accords collectifs de travail. C'est-à-dire, si vous avez des délégués syndicaux, c'est avec eux, monopole, qu'il faut signer. Si vous avez des élus mais pas de délégués syndicaux, vous pouvez signer des accords avec votre CSE. Si vous n'avez ni élus ni délégués syndicaux, vous pouvez signer des accords avec des salariés mandatés par des organisations syndicales du coup extérieures. Et enfin, si vous n'avez aucun élu et donc pas de délégués syndicaux et que vous êtes une entreprise de moins de 20 salariés, vous pouvez procéder par référendum direct auprès des salariés sur un projet d'accord que vous leur soumettez. Ce qui veut dire que quelle que soit votre configuration sociale, vous avez capacité à signer des accords. Donc toute entreprise peut rentrer dans ce dispositif. Techniquement, elle n'est pas empêchée d'activités partielles de longue durée. Et c'est ce qui est en train de se passer dans beaucoup de branches professionnelles, on peut aussi y entrer par décision unilatérale du chef d'entreprise si la branche a prévu le dispositif d'activité partielle de longue durée dans un accord de branche, ce qui évite la phase de négociation à l'intérieur de l'entreprise. Ce n'est plus un passage obligé. Et ça, Donc, il y on en a a des beaucoup, accords de. Oui. Jean-Pierre. Il y a eu Alors, beaucoup d'accords de branche qui ont été signés. oui, oui, tu as déjà des accords qui ont été signés dans la métallurgie. Le Syntec vient de signer son accord. L'imprimerie est en train de négocier. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de branches qui sont en train. Alors, il y a eu le petit temps mort, lancer des négos pendant la période d'été, c'est pas toujours le plus facile. Mais là, à la rentrée, effectivement, on voit des branches qui soit sont rentrées en négociation, soit sont déjà sur le point de signer des accords. Donc, on est quand même sur un dispositif qui va durer jusqu'au 30 juin 2022. Donc, une entreprise a le temps de rentrer dans ce dispositif-là. Alors, que l'on soit. Tu me disais tout à l'heure, Jean-Pierre, qu'il y avait finalement à ce jour encore assez peu d'accords individuels, enfin Oui, hors de ces accords de branche, qui avaient été signés sur l'activité partielle de longue durée. oui, oui, il y a quelques entreprises qui ont déjà signé des accords, mais on a un effet de latence. Les textes ont été signés tard. Ensuite, il y a eu la période d'été. C'est-à-dire qu'il y a eu des effets d'annonce début juin ou mi-juin sur l'activité partielle de longue durée, mais il a fallu attendre ordonnances et décrets pour pouvoir véritablement lancer des négos. Tout ça est arrivé début juillet. Début juillet, dans les entreprises, il n'y avait pas toujours les interlocuteurs, il y avait les congés, on ne pouvait pas communiquer auprès des salariés. Donc, beaucoup d'entreprises ont reporté leur projet à cette rentrée. Donc, on va voir les accords arriver maintenant. C'est ce qui explique que le gouvernement a revu un peu sa copie avec ce délai de latence sur le dispositif, sur les dates et les échéances pour le changement de règles sur le dispositif du FNE formation en prolongeant sur le mois d'octobre 2020 ce qu'il avait prévu d'arrêter au 30 septembre. On va le regarder de manière plus détaillée avec les diapos suivantes. Laurine, si on peut, voilà. Alors, on avait, donc ça c'est établi, hein, il n'y a pas de changement.
l'aide du FNE formation, prise en charge de 100% du coût pédagogique, c'est établi pour les entreprises qui ont une autorisation d'activité partielle jusqu'au 30 septembre. Et ces entreprises-là, toujours jusqu'à cette date-là, peuvent associer l'intégralité de leurs salariés au projet de formation avec une prise en charge de FNE, même pour des salariés qui ne sont pas placés en activité partielle. Et l'État avait prévu que ce dispositif-là s'arrêtait au 30 septembre et qu'à partir du 1er octobre, on basculait sur des règles un peu moins favorables avec un reste à charge pour l'entreprise sur donc une baisse de 100% à X%, puisque ce n'est pas encore tout à fait décidé. Et compte tenu du décalage pour le lancement de l'activité partielle de longue durée, le temps de la négociation, etc., il a été décidé de prolonger dans le FNE de droit commun l'aide de 100% jusqu'au 31 octobre 2020. Donc la DGEFP a annoncé ça, c'est pas encore, c'est officieux, c'est pas officiel, mais c'est quasiment officiel. Par contre, à partir du 1er octobre, on ne pourra plus faire bénéficier du FNE formation les salariés qui eux-mêmes ne sont pas placés en activité partielle. Alors, ça veut dire que si vous êtes dans cette situation, la condition évidemment pour bénéficier du FNE, c'est d'avoir une autorisation d'activité partielle. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez encore jusqu'au 30 septembre, donc il vous reste 15 jours, pour faire des demandes, c'est la date de la demande qui compte, ce n'est pas la date de la formation, pour faire des demandes concernant l'intégralité de vos salariés. Donc il y a encore un effet d'opportunité, un effet d'aubaine pendant les 15 jours qui viennent. Ensuite, pendant le mois d'octobre, vous ne pourrez former que les gens qui sont placés effectivement en activité partielle, mais vous continuez à bénéficier d'une aide de 100% du FNE. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de plafond sur le FNE, qu'on peut avoir, on a quand même une régulation des coûts, c'est-à-dire que les OPCO et les directs vérifient s'il n'y a pas des coûts excessifs, c'est-à-dire qu'ils ont fait remonter quelques cas où sur des formations, on s'est aperçu que les organismes, leur prix catalogue du mois du printemps avait été multiplié par 3 ou 4 parce qu'il y avait la prise en charge du FNE. Bon, dans ces cas-là, effectivement, il peut y avoir un refus de financement, mais le coût de la formation, si c'est un coût, j'allais dire, normal pour ce type de formation, n'est pas plafonné en lui-même. Donc, on peut avoir des prises en charge qui vont jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et la règle des 1 500 € TTC pour accepter ou pas les dossiers, c'est une règle d'instruction. C'est-à-dire que si c'est des tarifs plus élevés, on va regarder si ça correspond bien aux tarifs pour ce type de formation. Mais ce n'est pas du tout un plafond de prise en charge. Donc, une première échéance de... Oui, Thierry ? Je voudrais en profiter, Jean-Pierre, puisque tu évoques ce sujet, sur témoigner ce que MyConnecting a mis en œuvre pour ses clients. On a mis à peu près un peu moins de 2000 dossiers FNE en place depuis la mise en place de ce nouveau dispositif. C'est donc absolument considérable. D'ailleurs, j'en profite pour dire bravo et merci aux équipes qui ont fait un boulot dans des conditions pas toujours faciles. Néanmoins, sur l'ensemble de ces dossiers, on a eu très peu de refus. On a eu quelques refus au début, au moment de la mise en place de ce nouveau dispositif, souvent d'ailleurs sur des coachings individuels, vous voyez, sur des formats, sur des soft skills. C'est souvent sur ce type de dossier où effectivement on était au-delà des 1 250 € qu'on a eu des refus. Mais depuis, il y a des dossiers qui sont passés au-delà. Alors c'est vrai que les délais d'instruction sont évidemment plus longs, plus lourds, mais en tout cas, je voudrais vraiment faire passer le message parce que je rencontre encore aujourd'hui des entreprises qui nous disent, bon, au-delà d'autres raisons, mais qui ont hésité à mettre en place le FNE en ayant entendu des bruits sur sa complexité, sa lourdeur. Moi, je peux vous dire que sur l'immense majorité, en pourcentage, on est au-delà des 99% de dossiers qui ont été correctement montés et qui ont été acceptés par les OPCO, même s'il peut y avoir effectivement des disparités qui étaient dues à des ajustements en fonction des directs, en fonction des OPCO ou en fonction des régions.
Voilà, donc surtout n'hésitez pas, c'est une formidable opportunité et encore une fois, nos équipes connaissent bien ces dossiers et sont capables de vous accompagner pour saisir les opportunités que Jean-Pierre évoque et qui perdurent au-delà du 1er octobre. Alors, on a une petite incertitude sur la suite, hein, puisque comme je vous le disais, on prend les décisions au fur et à mesure. Et je vais revenir d'ailleurs sur la manière dont on prend des décisions, ce qui peut expliquer que certaines entreprises se retrouvent parfois en incompréhension des règles qu'on leur applique. Et je vois qu'il y a une question qui va me permettre d'illustrer ce que je voulais vous dire. À partir du 1er novembre, donc, on devrait avoir une aide revue à la baisse. Alors, le taux n'est pas encore fixé, peut-être 70%, peut-être 75%, donc c'est plus 100% de prise en charge par le FNE, il y aura un reste à charge entreprise. Alors, une prise en charge à 70 ou 75%, ça reste quand même, en termes de budget et d'optimisation, un taux très élevé. Et par contre, il faudra être vigilant sur la demande d'autorisation, puisque comme les délais sont réduits, aujourd'hui on peut faire une demande d'autorisation pour 6 mois directement. Là, on va être sur 3 mois dans le droit commun, 6 mois dans l'APLD, donc l'activité partielle de longue durée. Ça veut dire qu'il va falloir, en tout cas, vous risquez d'avoir des instructeurs, donc des OPCO, qui vous disent comme au-delà, on ne sait pas si vous renouvellerez l'activité partielle ou pas, il faut que la formation se termine dans ce délai-là, sinon c'est plus de la formation de salariés placés en activité partielle. Alors certes, je vais revenir sur la manière dont on décide. Pour le FNE, c'est une ligne budgétaire du ministère du Travail. Donc, pour le mettre en œuvre, on n'a pas besoin et on n'a pas. On a un décret qui a cadré la possibilité d'utiliser le FNE en cas d'activité partielle et on n'a pas besoin derrière de repasser des décrets, des trucs, etc. Donc, ce sont des positions du ministère qu'il exprime aujourd'hui dans un format de questions-réponses, de documents qu'il publie et il prend des positions, etc. Ce qui fait qu'ensuite, les instructeurs et les décisionnaires, alors les instructeurs, les OPCO, les décisionnaires, les directs, se basent sur ces éléments-là pour procéder à l'instruction des dossiers, à la prise de décision. Ce qui peut expliquer, on a quand même 13 directs métropolitaines, 11 OPCO instructeurs, ce qui peut expliquer que quand je fais le couple OPCO direct, je ne suis pas dans la même région, je ne suis pas dans le même OPCO, etc. Vous savez bien que si on est 50 à lire un texte, il y a très peu de chances que les 50 comprennent exactement la même chose ou traduisent exactement de la même manière. Donc, ce n'est pas une anomalie, c'est le jeu normal de la mise en œuvre de règles que je sois confronté parfois à des choses un peu différentes et je ne comprends pas parce qu'à côté c'est passé et puis là ça bloque, ça ne passe pas. Et je prends cet exemple d'une question qui nous dit j'ai lu qu'il fallait au moins un salarié en activité partielle dans la session, mais est-ce qu'on peut faire une session avec uniquement des salariés qui ne sont pas en activité partielle? Alors, vous voyez, ça, c'est la condition. C'est qu'une entreprise peut recourir au FNE formation à partir du moment où elle forme des salariés en activité partielle et qu'elle associe des salariés qui ne sont pas forcément placés en activité partielle. Bon, ça, c'est la règle. Elle n'exige pas que les gens soient présents dans la même session. Ils pourraient éventuellement suivre des formations différentes. Mais pour former des gens qui ne sont pas en activité partielle, il faut que je vérifie que j'ai bien des gens en activité partielle qui sont formés. Et vous voyez bien que ça ressemble furieusement à une directe ou un OPCO qui s'est dit, ben, le seul moyen de le vérifier, c'est que la session elle soit mixte, qu'il y en ait au moins un. Au moins, je suis sûr qu'il y a quelqu'un en activité partielle qui est formé, que la condition est bien remplie. Parce que si je dois vérifier que l'entreprise a bien fait des formations pour les gens en activité partielle, ce qui lui permet d'associer des gens en activité, j'ai peut-être du mal si je n'ai pas tous les plans, si j'ai des demandes qui arrivent isolément, etc. Parce que, on y reviendra, rien n'oblige une entreprise à présenter toutes ses demandes en même temps ou à ne pas présenter plusieurs demandes pour un même salarié. Donc ça, clairement, c'est une règle qui est une interprétation, mais on ne peut pas échapper quand on a des règles à des interprétations et qui est destinée
à sécuriser le fait qu'il y a bien, mais comme ce n'est pas une règle réglementaire, eh bien, on peut discuter ça si jamais ça pose problème, ou on peut montrer qu'on a bien formé des gens en activité partielle et pas simplement ceux qui ne sont pas placés dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut, Laurine, passer peut-être au… oui, alors est-ce que, après qu'il a fait, on va se tourner vers l'avenir. Est-ce que vous avez l'intention de recourir au FNE à l'avenir? Et je vais répondre à une autre question pendant que vous répondez au sondage. C'est un petit peu la question à laquelle Thierry a répondu. J'ai reçu un refus de mon OPCO pour des formations dont le taux horaire est trop important. Est-ce normal? Alors, la notion de normal, je ne sais pas ce que c'est. C'est est-ce que ça peut être un motif légitime de refus? Alors, oui, lorsque un OPCO ou une directe constate que alors le problème, c'est que quand on se base sur le taux horaire est quelque chose qui ne veut rien dire. Suivant le nombre de personnes qui s'inscrivent à la session, suivant la manière dont je m'équilibre économiquement, c'est vraiment pas le bon critère. Mais par contre, ce qui est certain et ce qui est aussi dans les textes, c'est que le refus peut intervenir du fait que le tarif de la formation est considéré comme déraisonnable ou excessif pour ce type de formation. Alors, déraisonnable ou excessif, les prix ne sont pas réglementés en formation. Ça veut dire qu'on a un écart de prix significatif sans aucun élément qui permet de le justifier concernant la qualité de la formation. Voilà. Donc, oui, le prix peut être, mais il n'y a pas de taquet. C'est-à-dire que, alors, le résultat du sondage laisserait montrer que des gens, c'était pas exactement la même question, c'est pas ce que vous avez, mais qu'on a une proportion de gens qui ont ou qui vont recourir au FNE et qui, par ailleurs, la proportion était plus faible, n'ont pas recouru au FNE formation. Alors, on ne peut que vous y engager à y recourir, évidemment pas de manière artificielle. On fait pas de la formation sans objectif ou de manière purement occupationnelle, mais on a encore quand même ce champ d'opportunité pour planifier des formations d'ici la fin de l'année. Quelques points de vigilance. Alors, oui, Thierry, pardon. Oui, Jean-Pierre, je voudrais, parce que l'un de vous pose la question, quel est le montant maximal accepté? Alors, Jean-Pierre a répondu à cette question. Néanmoins, il y a une espèce de tarif officieux qui s'est finalement imposé dans le marché, qui est un taux horaire de 80 € de l'heure. Le principe des heures à la vie dure et ce tarif de 80, c'est finalement installé dans le paysage. Mais je peux vous dire qu'on a eu par exemple des dossiers sur du coaching individuel, vous voyez, sur des softs à plus de 200 € de l'heure et qui est passé. Et on a eu un échange avec un conseiller d'un OPCO qui nous a dit oui, mais il existe des formations, par exemple en e-learning pour développer telle compétence équivalente à 25 € de l'heure. 25 € de l'heure en e-learning par rapport à un coaching individuel à plus de 200 € de l'heure, effectivement, le prix est quasiment de 1 à 10, mais en termes de ROI, c'est très nettement supérieur de 1 à 10. Et vous voyez, on a eu ce discours constructif avec un interlocuteur qui était à notre écoute, et finalement, ce dossier qui était un dossier avec un taux horaire qui était très nettement supérieur aux 80 € implicites du marché aujourd'hui, le dossier est passé. Donc, vous voyez, je crois que si on a le temps et si on a un interlocuteur avec qui on peut discuter, à partir du moment où on est capable de justifier la valeur ajoutée du dispositif déployé, et pas dans une logique de coût, mais dans une logique de résultat, eh bien, ça peut passer. Maintenant, si vous voulez être sûr de minimiser votre risque et de gagner du temps, le chiffre de 80 € est un chiffre qui est évidemment, il faut en tenir compte. Voilà. Oui, je réponds à une question. On va terminer sur le FNE, puis on va parler des entreprises qui ne sont pas placées en activité partielle. Le webinaire s'adresse à tout le monde, on ne va pas rester centré sur le FNE. Juste pour terminer sur les quelques points clés, je ne reviens pas sur la notion de budget, Thierry vient de l'expliquer. Attention, vigilance, fin de formation par rapport à la date d'autorisation. On a eu beaucoup de refus là-dessus. Alors c'est pareil, on peut discuter, ce n'est pas une règle tout à fait réglementaire, donc, mais il vaut mieux l'anticiper de cette manière-là, ça évite les difficultés.
Pas de refus, par contre, lié au nombre de demandes. Je peux former le salarié tant qu'il est placé en activité partielle autant de fois que je peux, donc je veux. Donc, je peux avoir des parcours éventuellement morcelés si je veux les faire de manière successive. Et si j'avais prévu éventuellement une autorisation pour 3 mois, mais que je reprends l'activité, que les gens sortent de l'activité partielle, la prise en charge demeure si elle a été accordée et je peux former les gens pendant qu'ils sont au travail ou hors temps de travail. Ça, c'est une autre question, sans remettre en cause le financement de l'État. Donc, je n'ai pas de risque sur la reprise d'activité. Ça, c'est totalement sécurisé. Il y a une question, Jean-Pierre, à laquelle j'aimerais répondre parce qu'elle parle de la qualité du dispositif et encore une fois de la qualité des formations. Est-ce que faire des formations soft skills en visio est vraiment efficace? Alors, je vais être très clair avec vous. Oui. Il y a des compétences qui s'y prêtent particulièrement. Nous n'avions pas attendu le confinement pour déployer une offre de formation. Vous savez que MyConnecting en fait de la formation à distance depuis notre création, hein, donc depuis 2006. Donc vous voyez qu'on a une véritable expertise sur la formation à distance, même si on fait aussi du présentiel, notamment dans les softs. Mais je peux vraiment vous dire que c'est vraiment très efficace. Et si on vous montrait, et je vous invite à vous approcher de votre interlocuteur MyConnecting pour qu'il vous montre les résultats qu'on obtient et des résultats qu'on obtient validés par nos clients. Et puis, enfin, j'ai envie de vous dire, on propose des sessions découvertes. Il y en a une début octobre et on en fait très régulièrement. Donc, si vous voulez, notamment sur la gestion du temps, mais sur des tas d'autres thématiques. Donc, si vous voulez vivre l'expérience d'une formation au soft en visio, participez à cette session, à ces sessions découvertes, et vous pourrez mesurer par vous-même que c'est efficace. On peut peut-être, Laurine, passer à la deuxième grande actualité. Elle est multiple, hein, vous allez voir, et assez intéressante sur le CPF. Alors, sur le CPF, on a ah oui, un petit sondage avant de, mais je vais vous expliquer. Beaucoup. Alors, j'en profite pendant le sondage pour donner une info qui n'est pas dans le support. Vous avez peut-être vu ou lu ou vu passer le 31 août dernier, donc il y a 15 jours, a été publié un rapport qui a été établi au printemps. Il est daté du 20 avril, réalisé par l'IGAS et l'IGF, qui avait été missionné par Bercy et par le ministère du Travail pour savoir si la réforme était soutenable financièrement. C'était la demande qui leur était faite. Du fait que la réforme introduite par la loi de 2018 en quelque sorte, est victime de son succès. Et la mesure qui a le plus de succès, c'est l'apprentissage. On a eu une croissance très forte, 16% l'an dernier du nombre d'apprentis. 16%, ça représente un peu plus de 50 000 apprentis. On tangente les 500 000 apprentis dans ce pays pour la première fois depuis très longtemps. Et donc, on a un besoin financier accru sur l'alternance. Et comme la réforme de la formation est financée aujourd'hui par une enveloppe, alors voilà, pour les 48% de personnes qui n'ont pas de politique CPF, ou pour ceux qui souhaitent intensifier, vous allez voir, on a quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. Et donc, comme l'alternance, le CPF de transition, la formation des demandeurs d'emploi est financée par les cotisations des entreprises, c'est-à-dire une enveloppe finie que gère France Compétences, qui est à peu près d'une dizaine de milliards, la question s'est posée. Et la tension que l'alternance et son succès, son développement rapide porte sur les financements, fait que on s'est interrogé, est-ce qu'il va rester de l'argent pour continuer à financer? Et si vous avez vu passer le rapport IGAS-IGF, on a des propositions en disant, ah ben oui, à ce rythme-là, puisque vous allez le constater, le CPF lui-même est en croissance, à ce rythme-là, peut-être qu'il faudra penser à un ticket modérateur sur le CPF ou à réduire les droits à abondement, etc. Alors, attention, parce que, et certains se sont emballés en disant, ah ben on va avoir une restriction sur les financements du CPF. Dans la réforme de la formation, il y avait deux promesses
politiques. La première, aucun contrat en alternance dans ce pays ne sera refusé pour défaut de financement. La deuxième, chaque individu a un droit à travers le CPF et s'il l'utilise, il y aura le financement. Ces deux promesses politiques, on n'a pas mis de budget en face. On a mis un budget pour ce que l'on estimait de croissance attendue, c'est-à-dire qu'on estimait bien que ça allait croître sans savoir exactement à quel niveau. Et donc, on avait un budget pour un certain niveau de croissance. Ce niveau de croissance sur l'alternance a été dépassé. Sans le Covid, d'ailleurs, il aurait carrément explosé. Vu le plan de relance du gouvernement, il va sans doute, on a plutôt des bons chiffres là sur l'apprentissage, paradoxalement par rapport à ce qu'on pouvait craindre. On a des tas de secteurs où les CFA sont pleins, on fait des bonnes rentrées, voire même ont des croissances, et manifestement l'augmentation sensible du champ et du niveau des primes d'apprentissage ont fait leur effet. Concernant le CPF, il n'y aura aucune rupture de financement des droits des salariés et pas besoin de mesures de restriction, au moins sur les 3 années qui viennent, donc 2020, 2021, 2022. Donc, il n'y a pas d'inquiétude de ce point de vue-là et il n'y a pas à se dire, ouh là là, mais si je fais une politique CPF, est-ce que je ne vais pas me retrouver à vendre du vent avec des gens qui ne pourront pas faire jouer leurs droits ou finalement ce sera moins, etc. Ce n'est pas du tout dans les cartons, ce n'est pas du tout une hypothèse. Et si les gens de l'IGAS ont évoqué ça, c'est parce que leur commande n'était pas politique, elle était technique. C'est est-ce qu'à ressources actuelles, on va pouvoir financer le développement? La réponse est non, et on n'avait pas besoin d'un rapport de 300 pages. On savait bien très bien qu'avec une forte croissance, il y aurait un besoin financier. Aujourd'hui, l'État dit, c'est moi qui garantirai tout ça, il n'y a pas de problème. Bien. Alors, j'en viens au CPF. Ce sont des chiffres issus de la Caisse des dépôts qui datent du 31 août dernier. Et vous voyez que sur la période novembre 2019, date de lancement de l'appli, c'était d'ailleurs mi-novembre, jusqu'au 31 août, donc à peu près 9 mois, on a eu 576 000 dossiers de formation demandés transitant par l'appli. Pour mémoire et pour comparaison, entre 2015 et 2018, il y a eu 900 000 demandes de formation en 4 ans. Là, on en a eu 576 000 sur 9 mois, ce qui nous fait une projection. On serait actuellement à peu près 5 000 demandes de formation acceptées dans l'appli tous les jours. Donc, on est sur une tendance à 800 000 à peu près demandes de CPF. Alors, rapporté au et il n'y a pas que les salariés qui sont bénéficiaires, hein, on a là-dedans les demandeurs d'emploi, etc. Mais rapporté à 20 millions de salariés, plus à peu près 4 millions de demandeurs d'emploi susceptibles de l'utiliser, plus maintenant on va avoir les travailleurs indépendants qui ont été crédités de leurs premiers droits, on peut dire, en valeur absolue, ça ne fait pas un chiffre énorme. Mais en croissance par rapport au passé, c'est quand même assez significatif. Et Est-ce on qu'on prévoit sait, que ça va... Jean-Pierre, le volume des demandeurs d'emploi sur le total? Là, je n'ai pas le détail parce que les gens ne sont pas forcément identifiés. La caisse pourrait le dire, mais au moment où tu fais la demande, tu es identifié, mais ça ne ressort pas dans les stats, quoi. Enfin, en tout cas, ce n'est pas dans les, D'accord. dans les chiffres. Et on a un prix moyen à 1 200 €, ce qui nous fait, si on arrive à 800 000 demandes sur l'année, un budget grosso modo autour d'1 milliard, c'est-à-dire exactement ce que l'État a prévu pour financer le CPF. Donc, sauf s'il y avait encore une très très forte accélération, on a vraiment, enfin, il n'y a pas de risque de banqueroute du côté du CPF. Oui, les droits sont des droits virtuels dans la mesure où ça ne correspond pas à de l'argent réel sur un compte. Chaque année, on a un taux de couverture en fait des demandes potentielles des salariés, mais il n'y a aucune raison de se freiner sur le CPF pour des raisons financières. Si on peut passer au chiffre suivant, Laurine, ouais, pour une remarque, c'est que l'offre disponible dans l'appli, vous voyez, plus d'1 million de sessions, dont quasiment la moitié, 40% à distance. 15 000 organismes de formation, 5 000 certifications. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie que l'offre est abondante et que l'idée qu'avec le CPF, on ne pourrait faire que de la bureautique ou des langues est une idée évidemment fausse. On peut faire ça, on peut faire des tas d'autres choses. Donc l'offre est très largement diversifiée. Par contre, ça pose un problème inverse.
c'est que pour des individus qui connaissent peu le monde de la formation, se repérer dans cette offre qui est devenue extrêmement importante, c'est comme rentrer dans un supermarché où vous n'avez aucune indication sur les étiquettes et vous devez choisir le meilleur produit. Vous voyez, vous avez que les prix. Et donc, de mon point de vue, ça veut dire que euh, le besoin d'accompagnement des salariés pour choisir la formation adaptée, surtout dans les domaines où on a une offre très large. Les gens, alors bon, après on retombe sur les critères, hein. Moi j'ai vu des gens me dire ouais, je suis pas très satisfait du bilan de compétences que j'ai suivi. Je dis d'accord, comment tu avais choisi ton organisme? Dire bah il y avait toute une liste, j'ai pris le plus près de chez moi. Bon, on ne peut pas faire le procès des gens qui choisissent de cette manière-là. Si ils sont pas professionnels du secteur, etc., comment ils savent les bons critères, c'est quoi le bon organisme, comment je fais, etc. Bon, très bien. On risque d'avoir le même effet sur l'offre de formation. Alors, faut pas penser les gens, c'est pas une question de dire ils sont pas capables d'eux, c'est on est capable, mais est-ce que les gens prendront le temps de faire le bon choix, de regarder, de savoir les questions qu'il faut poser, etc. Donc je pense que du côté des entreprises, quand on a une offre CPF, il y a une grande valeur ajoutée à aider les salariés à présélectionner leur offre ou bien à leur mettre directement une offre à disposition parce qu'il y a un grand risque de se perdre. Et là, ce n'est pas faire injure à la Caisse des dépôts que de dire que le moteur de recherche n'est pas à la hauteur, si vous voulez, du service que l'on prétend rendre, hein. C'est un peu le point faible de l'appli, le moteur de recherche, hein, pour l'instant. Alors, Par Jean-Pierre, contre, tu parlais de l'accompagnement, tu parles de l'accompagnement des salariés. oui, Effectivement, sur comment les guider dans les compétences à développer, et ça, les équipes RH des entreprises les accompagnent et parfois même en collaboration avec leurs managers, ce qui est évidemment l'idéal. Mais une fois qu'on a choisi la compétence, il faut aussi monter le dossier. Et là, comme vous le savez, les équipes de MyConnecting, on a une véritable expertise, les coachs qui accompagnent individuellement chaque apprenant, puisque vous le savez, chacun des apprenants est accompagné chez MyConnecting par un coach indépendamment du formateur. Et ce coach est capable d'accompagner l'apprenant en amont de la formation pour l'aider à monter ce dossier. Donc, on est capable de vous accompagner et de relayer votre politique de communication du CPF et accompagner individuellement chacun de vos collaborateurs dans le montage de leur dossier. Je voudrais donner simplement un aperçu sur les chiffres. Des chiffres qui sont vraiment effectivement très intéressants. On est à 380 000 formations différentes. Sur les langues et sur la bureautique, MyConnecting a plus de 4 000 formations. Et là, nous allons rajouter les softs puisque désormais, et je suis heureux de vous annoncer, que nous avons des formations aux soft skills qui sont éligibles au CPF. Vous aurez l'occasion d'en parler avec vos interlocuteurs MyConnecting. Donc, nous allons encore gonfler le nombre de formations. Donc, vous voyez que ce nombre très important de formations s'explique par une multitude de raisons. Nous, par exemple, à chaque fois qu'on a un client qui nous demande de répondre à un besoin spécifique, à une politique spécifique de parcours de formation répondant à tel type de compétences, eh bien, on personnalise la formation et donc on enrichit une formation supplémentaire ou plusieurs formations supplémentaires répondant aux besoins de ce client qui vont venir gonfler les chiffres que Jean-Pierre vous présente. alors si on peut passer aux bonnes nouvelles sur le CPF, ça va être, oui, alors pardon, il y a le top 10, mais on peut, la croissance, si vous voulez, du CPF n'a pas structurellement changé les usages pour l'instant, même si là on zoome sur les certifications les plus demandées. Évidemment, si ce le n'est que nous, CPF, Jean-Pierre, on a un oui, pourcentage de formation digitale et à la bureautique qui est plus importante en proportion que sur l'ensemble des demandes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on sensibilise plus nos clients sur la transformation digitale et les enjeux de maîtrise en termes de gain de temps, de performance et de sérénité des collaborateurs sur cette compétence? Mais en tout cas, on a un pourcentage de formation digitale et bureautique plus important. alors donc vous retrouverez, je vous laisserai regarder ça, mais ça n'a pas tellement changé depuis des années. Mais la bonne nouvelle, alors en deux temps, la Caisse des dépôts a ouvert le 3 septembre le portail des financeurs. Alors le portail des financeurs, portail unique où l'intégralité des financeurs, les entreprises, les branches, à travers les OPCO, les régions, l'État, etc.,
vont pouvoir procéder à des abondements, soit sur les comptes des salariés, soit, notamment pour les financeurs publics et les OPCO, sur des formations identifiées et non pas directement sur les comptes de salariés, qui, lorsque les gens vont s'inscrire, vont bénéficier donc de l'apport financier de la collectivité qui a choisi de mettre une priorité sur cette formation. Dans un premier temps, le portail entreprise, qui est accessible à tous, permet à une entreprise de faire des versements non spécifiés sur les comptes des salariés. Ce qui signifie que vous avez la possibilité de vous connecter et avec les numéros de sécurité sociale des salariés, d'indiquer à quel salarié vous voulez faire des versements et à quelle hauteur. Et le compte va se trouver incrémenté. Alors, ce n'est pas tout mélangé, hein. La Caisse des dépôts distingue le droit du salarié, les droits qu'il avait au DIF qu'il a converti. D'ailleurs, pensez à relancer vos salariés s'ils ne l'ont pas fait pour mettre leurs heures de DIF avant la fin de l'année. Après, c'est trop tard. Et l'abondement de l'entreprise. Cet abondement, dans un premier temps, n'est pas différencié. Donc, il est acquis aux salariés, définitivement, et il viendra en diminution d'une prix du formation. Donc, si vous versez 1 000 € sur le compte d'un salarié et qu'il veut acheter une formation, alors techniquement, ça se passe aujourd'hui de la manière suivante. S'il a 2 000 € sur son compte et qu'il achète une formation qui vaut 1 500 €, vous souhaitez mettre 1 000 € et que lui mette 500. Vous allez lui faire un versement de 1 000 €. On va prendre, comme il a les droits suffisants pour s'inscrire, 1 500 € sur son compte, mais il va garder les 1 000 € que vous lui avez apportés. Et donc, il aura toujours que 500 de différence sur son compte. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas spécifier la formation et ce n'est pas l'argent que vous versez qui va servir à acheter, mais le système de compensation fait que ça revient exactement au même. Donc ça, c'est aujourd'hui, on peut faire ça dès aujourd'hui, on peut alimenter les comptes des salariés. Ce que l'on va pouvoir faire, alors l'échéance, ce n'est pas exact, mais là, c'est bien lancé, ça devrait être dès le mois de novembre, sans doute, en tout cas, bien avant la fin de l'année. Les financeurs, Laurine, si on peut avoir la diapo suivante, les financeurs vont pouvoir spécifier leur financement. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, je verse 1 000 € sur le compte du salarié, mais c'est exclusivement pour tel type de formation ou pour telle formation précisément identifiée, donc ce n'est pas mobilisable pour autre chose. Voilà la part que je souhaite laisser à la charge du salarié, ou je verse 1 000 € ou 2 000 €, mais voilà le montant maximum que je mettrai sur telle ou telle formation. Autrement dit, vous voyez le détail des critères, hein, je peux avoir, alors ça concerne tous les financeurs, les entreprises, mais aussi les financeurs publics, les OPCO, etc. Et on a des branches professionnelles qui vont, par exemple, sur des métiers qui sont en tension, sur lesquels elles ont du mal à trouver des personnes avec les compétences, qui vont dire, ben, sur les formations qui conduisent à ces métiers, la branche met de l'argent et tout salarié, quel que soit le secteur dans lequel il est, l'entreprise dans laquelle il travaille, etc., qui se forme sur ces métiers-là, bénéficiera de l'abondement de la branche parce qu'on a besoin de ce type de qualification. Donc, et une entreprise pourra donc elle-même spécifier et donc pas faire un versement global que le salarié utilisera, puisque on a des entreprises qui disent oui, mais si je fais un versement sur le compte du salarié, s'il s'en va, ça lui reste acquis, ce qui est vrai. Si il l'utilise pour autre chose, je ne peux pas le récupérer, ce qui est vrai aussi, etc. Là, je pourrais avoir un versement à usage exclusif pour une formation pré-identifiée ou pour un montant que je vais plafonner ou en imposant qu'on prenne au moins X sur le compte du salarié, etc. Donc, je vais pouvoir définir mes critères d'intervention et règles d'abondement. Alors donc, on aura dans un premier temps, enfin on a aujourd'hui dans un premier temps un service, on va dire un peu basique, premier niveau, je peux faire des versements et demain, je pourrai faire des versements avec des compléments de financement. Et alors là, peut-être qu'il faudra regarder, je parle pour les RH ou les responsables formation,
regardez s'il n'y a pas des métiers ou des certifications qui vous intéressent et pour lesquels vous pourriez positionner des salariés et qui font l'objet d'un abondement quand on passe par le CPF. Ça veut dire qu'il va falloir que vous utilisiez votre compte personnel à vous pour aller faire la veille, pour savoir quelles sont les formations qui sont abondées, qui sont priorisées, sur lesquelles il y a des opportunités financières. Et vous voyez qu'à travers cette ouverture des services de possibilités d'abonnement, on est en train de transformer le CPF de c'est un pouvoir d'achat mis à la disposition des salariés pour la formation en c'est un mode de financement plus généralisé de l'accès à la formation qui prend le canal du CPF et petit à petit, et je pense que c'est un peu le souhait de l'État, on aura toujours des gens qui achèteront avec les droits qu'ils ont des formations qui les intéressent à eux à titre personnel, mais petit à petit, la part de projets co-construits, la part de cofinancement va sensiblement augmenter, ce qui est d'ailleurs aussi une réponse aux besoins de financement du CPF pour financer sa croissance dans les mois qui viennent. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'il vous reste comme possibilité aujourd'hui ou quel est le panel du champ des possibles? Vous pouvez, vous, présélectionner et vous voyez que dans l'offre pléthorique qu'il y a sur l'appli, ça a vraiment une valeur ajoutée si vous aidez à la sélection, si vous dites aux salariés, voilà les formations que tu devrais prendre si tu es intéressé, voire même si vous créez votre propre catalogue. Je mets à disposition une offre de cession d'entreprise, éventuellement à tarif négocié d'ailleurs, où les salariés peuvent s'inscrire. Je peux toujours, et je pourrais toujours d'ailleurs, l'appli, ce n'est pas un passage obligé, je peux toujours payer directement l'OF pour la partie, c'est-à-dire acheter la formation et laisser un reste à charge en demandant aux salariés de s'inscrire par le biais de l'appli pour ce reste à charge et le financer avec leurs droits. Cette procédure-là peut continuer librement, bien que j'ai dit qu'on pouvait faire des versements. Et je peux aujourd'hui faire des versements non spécifiés. Et avant la fin de l'année, j'ose pas mettre de date en face, mais avant la fin de l'année, on pourra avoir à la fois des versements spécifiés et on peut souhaiter que la Caisse des dépôts, alors la Caisse, c'est vrai qu'elle dit je fais par priorité, il n'y a pas tant d'accords que ça aujourd'hui de gestion directe de CPF par les entreprises. C'est pourtant quelque chose qui n'est pas compliqué à mettre en œuvre, qui peut se faire dans quelle que soit la taille de l'entreprise, ce n'est pas le sujet. Je vous ai expliqué tout à l'heure que toutes les entreprises ont capacité à signer des accords collectifs. Quand vous avez un accord de gestion directe du CPF, ça vous permet de ne plus demander aux salariés de passer par l'appli, de gérer directement vos relations avec vos prestataires de formation et de demander à l'inverse à la Caisse des dépôts de vous verser le montant des droits des salariés à hauteur de la contribution qu'ils ont décidé de mettre sur le projet. Donc la vraie simplification, elle est peut-être là d'ailleurs, hein, mais ça nécessite le passage par un accord. Et aujourd'hui, la Caisse des dépôts n'a pas développé encore les outils pour gérer ce type de produit, ce qui fait que les entreprises qui ont signé des accords, quand elles arrivent à la caisse, on leur dit ah mais oui, mais attendez, on n'est pas prêt, etc. Donc, alors, ce qui est petite anomalie, parce que la loi prévoit ça pour les entreprises depuis 2 ans, donc on devrait pouvoir le faire. Mais là, vous pouvez commencer la négo des accords, le temps que vous la terminiez, vous aurez sans doute l'outil à votre disposition pour pouvoir faire ça. Autrement dit, Les abondements, Jean-Pierre, les abondements, on les gère hors de l'appli depuis déjà pas mal de mois pour un certain nombre de nos clients. exactement. J'ai une question, c'est les abondements me permettent-ils de répondre aux obligations? Oui, alors ça, moi je, je suis un peu surpris parce que j'ai des gens qui ont des. L'autre jour, on me dit, mais mon OPCO m'a dit que l'abonnement, la Caisse des dépôts. J'ai eu quelqu'un à la Caisse des dépôts qui m'a dit que si j'abondais, ça ne pouvait pas être compté que dans mes obligations. Bon, alors, d'abord, ni un OPCO, ni la Caisse des dépôts, ni moi d'ailleurs, hein, ne pouvons dire le droit sur ce sujet-là à la place de deux interlocuteurs. Hein. C'est ceux qui vont contrôler, donc les inspecteurs de la formation, qui auront leur lecture des textes, et au final le juge, si jamais on va le voir. Quelle est la règle? C'est que on demande à toute entreprise de former au moins une fois sur 6 ans ses salariés. Est-ce que quand j'abonde le CPF,
ça me permet de couvrir cette obligation ou pas. Bon, si on prend les choses un peu objectivement, quand je permets à quelqu'un d'accéder à une formation parce que j'ai payé la part manquante ou une partie de la formation, si en plus je le libère sur le temps de travail, ce qui sera le plus souvent le cas pour qu'il suive la formation, j'ai bien fait un effort, j'ai contribué, je lui ai permis de se former. La question que lui-même ait financé une partie de la formation ne change rien au fait que l'entreprise a fait un effort. Il est évident qu'un salarié qui se forme avec ses droits sur son temps, l'entreprise n'est pas concernée, elle n'y est pour rien, même si elle l'a aidé à accéder à l'offre, ça ne suffit pas. Mais dès lors qu'elle a fait un effort financier et ou un effort sur le temps, elle a bien permis et favorisé la formation. Et je ne vois pas au nom de quoi on pourrait dire que ça ne peut pas être compté comme oui, j'ai formé un salarié. Voilà. Donc, bon, après, c'est une question d'interprétation, mais je veux dire, personne ne peut être totalement affirmatif là-dessus. Tu parlais tout à l'heure du verre à moitié plein, à moitié vide. Là, moi, je pense qu'il est quand même à 90% plein, le verre, hein, sur cette question-là. Donc, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Et comme de toute façon, on va être sur un régime d'auto-pénalisation, parce que le portail entreprise, là, le portail des financeurs que je vous présentais rapidement, c'est aussi celui qui va servir pour toutes les entreprises qui n'ont pas satisfait à leurs obligations sociales, donc les 3 entretiens sur 6 ans et au moins une formation. Les gens qui n'ont pas satisfait à ça devront calculer en 2021 la pénalité dont elles sont redevables et verser sur le compte des salariés, puisque c'est possible de le faire, 3 000 € et indiquer je le verse à titre de pénalité. Puisque quand vous faites le versement, on vous demande si c'est un versement volontaire, si c'est un versement de pénalité pour parce que vous n'avez pas respecté vos obligations, si c'est un versement pour les gens qui font des accords de performance collective, des gens qui l'ont refusé, etc. Donc on a les différents cas de versement des entreprises. Et donc on doit s'auto-pénaliser. Donc personne, dans un premier temps, viendra vous chercher si vous ne le faites pas. Après, on verra si les salariés se plaignent, si vous êtes contrôlé ou pas. Voilà. Donc, dans un premier temps, l'interprétation qui prévaut, c'est la vôtre. C'est vous qui allez dire, moi j'estime que j'ai abondé, j'ai permis donc aux gens de se former, donc j'ai satisfait mon obligation. D'ailleurs, j'ai vu passer une question sur ce sujet-là. Oui, il faut bien avoir fait un entretien, 3 entretiens sur 6 ans, un entretien pour les 2 ans, sinon on est pénalisable, plus la formation. Et la seule porte de sortie que vous avez si vous n'avez pas fait ça, c'est qu'il faudrait qu'avant la fin de l'année, vous ayez un accord dans votre entreprise pour changer ce que la loi permet, la périodicité des entretiens, et dire sur la première période, par exemple, ce sera un seul entretien tous les 6 ans, et le faire. Et là, je peux échapper à la pénalité. Mais si je n'ai pas d'accord collectif, la loi, c'est un tous les 2 ans, et si je ne les ai pas faits, la pénalité est due. Alors, c'est une question qui est très épineuse parce que des tas d'entreprises ne sont pas dans les clous sur ce sujet-là. Toutes se demandent si elles devront payer effectivement ou pas. Et puis, surtout, ceux qui vont être les plus embêtés, c'est les DAF pour boucler leur compte 2020, parce que si le DAF fait correctement son travail ou si le commissaire aux comptes, par défaut, lui, fait le sien, quand on a un risque identifié qu'on ne justifie pas des conditions, la provision, même si je n'ai pas payé, la provision est obligatoire. Hein. Et donc, j'aurai des comptes faux si je ne fais pas ça. Donc, in fine, c'est quand même le DAF qui risque d'avoir le plus mal à la tête sur cette affaire-là. Donc, il reste peu de temps là, 3 mois et demi pour régler ça. Il est temps de faire tout ce qu'on peut pour essayer de sortir du champ de la pénalité. Voilà. Et éventuellement Jean-Pierre, d'utiliser le CPF pour ça. Oui. Jean-Pierre, comme tu parles du DAF, est-ce que tu pourrais dire un mot sur l'intérêt fiscal, social de l'utilisation du CPF? Oui, hyper intéressant. Thierry, tu fais bien de me le rappeler. Tout versement qui est fait sur le compte du salarié via l'appli est exonéré de toute charge et de tout impôt. Donc, c'est-à-dire que c'est du net-net. Et donc, c'est un des rares moyens dont on dispose pour donner aux salariés du pouvoir d'achat sans aucun prélèvement dessus. Et puis en plus, c'est clean, c'est-à-dire c'est risque zéro, c'est officiel, c'est garanti, etc. Donc, pour les salariés qui sont intéressés par de la formation, qui souhaitent développer leurs compétences, qui ont des projets personnels, etc., il vaut 100 fois mieux leur faire un versement sur leur compte
plutôt que de leur donner une prime, etc. C'est moins cher pour l'entreprise et au total, ça fait plus pour le salarié. Donc, ça peut être, c'est à la frontière de la politique de développement de compétences, de la politique de rémunération, de rétribution, voire de récompense ou de reconnaissance de l'entreprise. Oui, mais comme toujours avec le CPF, c'est à la fois du management et de la formation. Il y a toujours une dimension managériale quand on utilise le CPF parce qu'il faut l'accord du salarié, parce qu'on est sur des projets co-construits, en tout cas co-décidés. Oui, bien sûr, oui. Un petit mot avant de terminer rapidement sur le plan de relance, peut-être, Oui. Thierry. On va vous faire, parce que là, on est au stade des effets d'annonce. Il y a quelques traductions concrètes, des illustrations de ce que je viens de dire sur le CPF, et ensuite, si on a le temps, on répondra à quelques questions. Alors, tout d'abord, le plan de relance prend un petit peu figure de rattrapage de ce que la réforme avait arbitré inversement. Vous savez que la réforme, elle s'est concentrée sur l'alternance, sur le CPF et sur les demandeurs d'emploi, et du coup, les plans de formation de l'entreprise ont eu moins de financement. Bon, le FNE permet en partie de corriger ça, mais toutes les entreprises, heureusement, ne sont pas placées en activité partielle. Donc, l'État accorde aux OPCO une enveloppe de 75 millions d'euros qui provient du FSE, réservée à la tranche d'entreprise entre 50 et 250 salariés qui n'a plus accès à des financements sur le plan de formation comme elle l'avait avant la réforme de 2018. Donc, on va avoir, alors vous allez me dire, c'est pas 75 millions d'euros, c'est pas le Graal, divisé par 11 OPCO, ça fait 7 millions chacun, ok, mais malgré tout, c'est quand même une enveloppe qui n'existait pas, qui va exister dans les OPCO. Donc là, du coup, le conseil, c'est comme d'habitude, rapprochez-vous de votre OPCO pour ne pas passer à côté de l'opportunité, pour savoir exactement ce qui sera possible de faire avec ça, quelles conditions, pour quels salariés, etc. Deuxièmement, le dispositif de PROA, la professionnalisation en alternance, qui avait été volontairement planté par le gouvernement, qui avait durci les conditions, qui avait tardé dans l'extension des accords, c'est-à-dire même pas tardé, qu'il n'avait pas fait, pour que ça ne consomme pas de ressources, parce qu'on avait besoin d'argent pour l'alternance. Bon, là, on lâche la bride et on dit, non seulement on est en train d'étendre les accords PROA, on a déjà pas mal d'accords qui ont été étendus ces derniers jours, et en plus, on rajoute une enveloppe de 270 millions. Alors, ça ne fonctionne que pour des certifications prévues par des accords. Donc là, il faut se rapprocher de vos branches et toujours de vos OPCO, parce que ça va passer par eux, ces 270 millions, mais ça permet aussi de financer des plans de formation. Deuxième champ d'opportunités nouveau que l'on n'avait pas jusque-là. Ensuite, on va augmenter l'enveloppe pour le CPF de transition. Le CPF de transition, il avait globalement moins d'argent que n'en avait le congé individuel de formation précédemment. Bon, on va remonter le niveau de l'enveloppe, on pourra financer davantage de transition. Illustration de ce que je viens de dire sur le portail des financeurs. 25 millions d'euros vont être attribués au CPF pour des métiers porteurs. Et donc là, on ne va pas faire des versements directement sur les comptes des salariés, mais la Caisse des dépôts qui va recevoir ces 25 millions va mettre une étiquette sur certaines formations que l'État aura identifiées en disant, voilà, si vous vous inscrivez sur ces formations-là, vous n'avez pas à payer le coût intégral, une partie du coût est prise en charge par l'enveloppe de 25 millions et vous, il vous reste à charge tant. Donc, on va avoir pour la première fois un mécanisme où les salariés vont voir le prix de la formation et le prix qui leur sera facturé avec un différentiel. Et enfin, on a le plan jeune apprentissage avec en gros les apprentis quasi gratuits pendant 1 an et les contrats pro idem, avec une extension quand même jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. On peut avoir des aides même si on recrute au niveau master. Alors automatique si on a moins de 250 salariés. Si on a plus de 250 salariés, il faut être à jour de ses obligations en matière de CSA. Alors être à jour, c'est soit j'ai déjà 5% d'alternants et je prends cela en plus, soit je ne suis pas 5%, mais je suis au moins à 3% et j'ai une croissance d'alternants d'au moins 10% d'une année sur l'autre. Autrement dit, je peux être en dessous des 5% et malgré tout bénéficier des aides
parce que je suis en croissance. Mais il faut que j'ai un plancher d'au moins 3% d'apprentis. Je le fais rapidement. Si vous avez 1000 salariés, votre quota d'alternance est 50, 5%. Si vous n'en avez que 30, vous êtes à 3%. Eh bien, si vous embauchez 5 apprentis supplémentaires, ça fait plus de 10% de croissance du nombre d'apprentis. Ces apprentis-là, ils sont gratuits. Vous avez droit aux aides de 8 000 € par an qui va couvrir la quasi-intégralité du salaire. Donc, on voit bien comment le plan de relance, soutien massif à l'alternance, c'est la logique de la réforme, booster pour le CPF et copie revue pour les plans de formation d'entreprise avec plusieurs mesures qui vont permettre de financer des projets de plan là où il n'y en avait pas. Alors donc, quand vous allez préparer vos projets 2021, tenez compte de ces nouvelles enveloppes, regardez avec vos OPCO ce qu'ils sont prêts à faire pour vous, et si, au cours de l'année 2021, vous êtes dans un secteur qui a un accord PROA, quelles sont les certifications, de quoi vous pouvez bénéficier. Voilà, le champ des opportunités est en train de s'étendre et il n'est pas exclu que l'on ait de nouvelles annonces dans les mois qui viennent. Mais ça, c'est l'actualité du jour. Et ça nous donnera l'occasion de nous revoir. Merci Jean-Pierre de tes éclairages toujours très pragmatiques et opérationnels. Bien évidemment, on répondra à vos questions. Pour ceux qui veulent y participer, il y a une session découverte sur les softs à distance le 6 octobre de 10h à 12h sur la gestion du temps. Merci de votre participation. Désolé d'avoir dépassé. Tu as une question de quelqu'un qui dit je suis intéressé par l'essai sur la gestion du temps, mais on le trouve où? C'est pas sur le site. Comment on s'inscrit? Comment on fait? Eh ben, écoutez, n'hésitez pas à appeler notre standard et si vous n'avez pas d'interlocuteur MyConnecting, il vous guidera pour pouvoir vous inscrire. En tout cas, merci Jean-Pierre, merci de votre participation. Et n'oubliez pas, on est à vos côtés pour vous aider, pour répondre à vos questions et vous aider à saisir toutes les opportunités. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.